officiel. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va discuter de comment construire un réseau de partenaires, quelles sont les stratégies que vous pouvez aborder et les opportunités que cela soulève. Alors moi, c'est Anise Martinan, j'ai fondé Caliboost, qui est un organisme qui accompagne les organismes de formation sur tout ce qui est démarche de certification, Calliope et dépôt de certification RS, RNCP auprès de France Compétences. Donc, ça se veut quand même interactif. Donc, au niveau de chaque slide, comme l'a dit Léa, n'hésitez pas à poser des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, déjà, pourquoi développer un réseau de partenaires? Tout simplement parce que ça va vous aider à renforcer la notoriété et l'attractivité de la certification. Le fait que vous ayez des partenaires, vous n'allez pas être les seuls à communiquer sur cette certification, donc elle sera d'autant plus connue et elle gagnera en visibilité et donc en crédibilité, notamment parce que vous allez pouvoir augmenter le nombre de personnes qui vont obtenir la certification et donc ça va renforcer son poids. Donc, c'est une très bonne stratégie si on veut augmenter la renommée de sa certification et que ça ne soit pas juste sa petite certification à soi, mais voilà, qu'elle prenne de l'ampleur, qu'elle devienne une référence. Ne pas agir seul, ensemble on va plus loin. Donc, l'idée, c'est de développer un réseau pour pouvoir justement attirer plus de candidats et donc renforcer la notoriété de sa certification. Ça permet également de mutualiser et d'absorber les coûts de développement et de maintien de la certification. Alors, on le sait, déposer une certification sur France Compétences, l'acte de dépôt est gratuit. Le fait de constituer le dossier l'est beaucoup moins. Soit vous avez fait appel à un consultant ou un cabinet qui vous a forcément coûté un certain montant, soit vous avez vous-même investi beaucoup de temps à la création du dispositif. Et en fait, le fait de pouvoir avoir un réseau de partenaires, louer sa certification d'une certaine manière, ça va vous permettre aussi d'amortir ses coûts et d'en faire un véritable axe de rentabilité pour votre entreprise. Donc, c'est un point non négligeable si on cherche aussi à se développer économiquement. Ça va permettre également d'améliorer la qualité et la conformité de la certification puisque vous allez avoir d'autres retours. Ça va être testé par d'autres organismes que vous, notamment si vous avez des partenaires qui font passer les examens. Ça va vous permettre de vérifier la reproductibilité de votre modèle évaluatif, de s'assurer qu'on peut facilement le mettre en œuvre et de soulever éventuellement certaines contraintes, difficultés qui vont vous permettre, lors du renouvellement suivant ou des fois en cours, d'améliorer votre dispositif certificatif. Donc, c'est une vraie opportunité d'amélioration continue de la certification. Donc ça, c'est un peu toutes les raisons qui font qu'aujourd'hui, c'est intéressant de développer un réseau de partenaires et de ne pas rester tout seul avec sa certification. Aujourd'hui, on a différents types de partenaires. On va distinguer les partenaires préparateurs. Donc, c'est des partenaires qu'on a habilités uniquement pour délivrer la formation qui prépare à l'obtention de la certification, en tout cas au passage d'examen. Donc là, on les autorise en fait à délivrer que des formations, mais derrière, ils inscrivent leurs stagiaires comme candidats auprès de notre certification. Donc, c'est une façon de fonctionner. On peut décider d'avoir que des partenaires préparateurs, c'est possible. On va aussi avoir les partenaires examinateurs. Donc, les examinateurs, eux, ils vont organiser les examens. Alors, s'ils sont que examinateurs, on appelle ça un peu des centres d'examen. Ils ne font passer que les épreuves. S'ils sont examinateurs et préparateurs, ce qui est possible aussi, dans ce cas-là, les examinateurs, ils ne doivent faire passer que les personnes qu'ils ont eux-mêmes formées. Donc ça, voilà, c'est trois possibilités, que préparateur, que examinateur ou préparateur et examinateur. Et c'est le champ de la convention de partenariat qui va permettre de catégoriser le type de partenariat. Et c'est à vous de faire le choix de est-ce que moi je veux que les personnes ne fassent que former mes candidats et c'est moi qui garde la main sur le passage des épreuves, ou je délègue aussi cette partie-là parce qu'aussi peut-être j'ai autre chose à faire et que organiser des épreuves, ça reste quand même quelque chose qui peut être coûteux, qui peut être long. Et donc, ça peut être intéressant de les habiliter sur les deux champs, histoire qu'ils soient plus autonomes. Alors, on va voir après comment on contrôle tout ça. Voilà, il y a des conséquences. Mais l'idée, c'est de sélectionner en fait le type de partenariat et en tout cas de bien le préciser dans la convention. Alors, avec tout ça, il faut savoir que la délivrance de la certification, c'est-à-dire
la décision finale, le PV de jury qu'on va éditer, ça ne peut rester que sous votre responsabilité de certificateur. Ça veut dire que les partenaires ne peuvent pas éditer des PV de jury, ne peuvent pas remettre des parchemins. Ça reste la responsabilité du certificateur et on ne peut en aucun cas le déléguer. Donc voilà, il faut quand même avoir conscience que le partenariat, c'est quelque chose de possible, de rentable, mais qu'il faut bien encadrer. Alors là, je vous fais un petit peu travailler, puis comme je vous l'ai dit, ça se veut interactif. Selon vous, que doit contenir la convention de partenariat? Donc, si dans le chat, vous voulez mettre un petit peu, voilà, selon vous, tout ce qu'on doit mettre dans la convention de partenariat, on va laisser 2-3 minutes, le temps que vous puissiez répondre. Alors, pour rappel, la convention de partenariat, en fait, c'est le contrat cadre de votre relation entre vous, certificateur, et le partenaire. Et c'est là, justement, que vous allez devoir bien mettre toutes les conditions pour encadrer la relation et que ça ne reparte pas dans tous les sens. Donc, je vous donnerai bien sûr la réponse après. Mais l'idée, c'est de voir un petit peu, vous déjà, s'il y a des choses que vous identifiez comme indispensables ou sur lesquelles vous pouvez avoir des doutes. Voilà, je vous laisse deux petites minutes voilà, pour mettre vos idées. Et après, on regarde d'un point de vue réglementaire la réponse. Et ensuite, je vous fais la petite liste du Père Noël avec tout ce qu'il faut mettre dedans. Alors, on a une première réponse de Claire qui nous dit « Le coût de la location et les détails sur la certification, le référentiel d'évaluation, la durée, le coût, les clauses de résiliation, ce qui est couvert. » Jusque-là, je suis d'accord avec tout. Les moyens pédagogiques et humains aussi. Alors ça, c'est intéressant, parce que notamment depuis le décret du 6 juin qui est rentré en application récemment, ça fait partie des éléments attendus par France Compétences, les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement. Donc, il faut effectivement les prévoir. Nombre minimum d'heures. Organisation des droits et devoirs du certificateur, on est d'accord. Oui, SAD, je vais citer le décret. La possibilité de cession des cohortes, très intéressant Camille, ça c'est un point qui est souvent oublié. Allez, je te donne la réponse. Du coup, déjà, un élément de réponse, comme l'a dit Sad, c'est le décret du 6 juin 2025. Dans le décret du 6 juin, le gouvernement a introduit tout ce qu'on attendait dans une convention de partenariat. Ce qu'il faut, c'est donc bien vérifier, si vous avez déjà des partenaires ou des conventions, que toutes ces mentions-là, au minimum, sont bien comprises dedans. Et donc, si je le traduis dans un langage français, parce que, bon, les décrets, c'est sympa. Grosso modo, dans la convention de partenariat, pour moi, il y a 10 champs obligatoires. Déjà, l'objet, le cadre et la durée du partenariat. Donc là, c'est justement quel type de partenariat on a. Il faut préciser la date de fin du partenariat, en tout cas, comment il se renouvelle. On conclut un partenariat pour une durée précise et encadrée. On ne va pas, avoir un partenariat où il n'y a pas de date de fin, date limite. De toute façon, votre certification, elle a une date de fin. Donc, il faut bien encadrer cela. Le 2, c'est la mise en œuvre de la certification. Donc là, c'est comment justement vous allez, quelles sont les obligations du partenaire, comment lui, il va devoir agir à son niveau. Quand il y a les partenaires préparateurs, concernant la formation, quelles sont les durées minimum, les tarifs, les outils, les méthodes pédagogiques que vous voulez lui imposer. Quand il est partenaire examinateur, comment se passent les examens. Donc là, il faut vraiment, donc en général, on joint bien sûr le règlement d'examen, on joint bien sûr le référentiel. Mais voilà, l'idée, c'est quand même de lui donner ses consignes personnelles qu'il doit bien respecter et donc ses engagements. La gestion des données des candidats, c'est un point très important, notamment parce que il y a quand même des données personnelles, donc le RGPD s'applique. Donc là, l'idée, c'est de bien clarifier quelles sont les données qu'il doit récolter, comment il doit les sécuriser et comment il doit vous les communiquer, notamment parce qu'il y a certaines données dont vous avez besoin selon le niveau du partenariat et puis de toute façon que vous avez besoin pour faire les déclarations à France Compétences. Donc là, il faut bien délimiter les données qui sont attendues pour pas non plus que le partenaire récolte plus que ce qui est nécessaire.
Communication et visibilité, donc comment il doit communiquer sur la certification. Là aussi, quand il communique, dorénavant, il faut que le titre de la formation, ça soit le titre de la certification. Donc, c'est important de lui rappeler ses obligations dans ce domaine. Qu'est-ce qu'il a le droit de dire sur la certification? Comment il doit en parler? À chaque fois, est-ce qu'il doit bien citer votre code de certificateur, votre nom? Voilà, donc là, c'est bien de lui communiquer les bonnes pratiques. Bien sûr, le partenaire, il est censé être au courant de la loi, mais c'est quand même bien vous qui êtes responsable à la fin s'il y a des dérives. Donc, c'est bien d'encadrer votre partenariat en transmettant bien les consignes dès la convention de partenariat. Le suivi des certifiés la veille, donc là, comment se passe l'enquête de professionnalisation après l'obtention de l'examen? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est eux? Si c'est vous, quelles sont les données dont vous avez besoin? Comment se passe la veille? Est-ce que le partenaire est convié au conseil de perfectionnement? Est-ce qu'il doit faire une veille et vous apporter des éléments? Donc là, il faut bien stipuler le champ de chacun sur ce domaine-là et puis aussi dire que tout ça, ça peut être amené à évoluer. On l'a bien vu, il y a un décret qui est sorti, donc il y a des choses qui peuvent évoluer dans le temps et qu'il devra se soumettre aux évolutions pour rester en conformité avec la loi. Ensuite, on passe sur tout ce qui est contrôle et sanctions en cas de défaut. Alors ça, c'est super important. Vous devez expliquer aux partenaires comment vont se passer les contrôles. Est-ce qu'ils seront la fréquence annuelle ou spontanée? Est-ce qu'ils seront prévenus à l'avance ou pas? Est-ce qu'il y a un coût associé à ça? Les sanctions, du rappel à la convention, pas parce que ce n'est pas forcément à la loi, mais voilà, du rappel à la convention. La vérification des preuves, puis finalement, on peut aller jusqu'à l'annulation du partenariat. Donc, voilà, il faut bien que tout ça, ça soit encadré dès le début pour que tout le monde connaisse les règles du jeu au démarrage de la relation. Loyauté à exclusivité, donc on en parlait, Camille l'a évoqué, c'est-à-dire les promos, elles appartiennent à qui? Si votre partenaire il veut déposer sa propre certification, est-ce qu'il y aura une possibilité de détacher les cohortes et les utiliser en son nom ou pas? Donc tout ça, il faut effectivement le prévoir juridiquement pour éviter des problèmes plus tard. Donc là, c'est important. Là aussi, vous pouvez, en termes de loyauté, obliger le partenaire à respecter les informations transmises dans le cadre de la certification. Je sais notamment qu'il y en a qui transmettent des supports pédagogiques qui encadrent vraiment la formation jusqu'à ce niveau-là. Et donc, vous pouvez exiger, bien sûr, que ça ne soit pas utilisé en son nom propre. Donc, voilà, tout ce qui est respect de la propriété intellectuelle, etc. Donc, la confidentialité aussi. Quelles sont les obligations en termes de confidentialité auxquelles votre partenaire doit répondre? Et puis après, on est sur des trucs très juridiques, mais en fait, c'est un contrat. Donc, on doit retrouver toutes ses responsabilités, assurance, sous-traitance. Est-ce qu'il a le droit de faire de la sous-traitance ou pas? Tout ça, il faut absolument l'encadrer. Et on finit avec les conditions financières et les dispositions contractuelles. Donc là, selon le mode de rémunération que vous avez choisi, on y viendra plus tard, il faut bien détailler tous les coûts associés à la certification, que tout le monde soit d'accord dès le début. Comme dans tout contrat, ça évite des litiges. Donc, il faut absolument détailler les conditions financières et toutes les dispositions contractuelles qui sont liées à ce partenariat. Léa, après Oui, ce monologue, alors, des questions. on en a plusieurs. Alors, il y en a auxquelles j'ai déjà répondu, mais je le fais en même temps à l'oral. Est-ce que c'est une obligation pour l'OET d'être certifié Calliope? La réponse est oui. Est-ce que, on peut avoir un nouveau partenaire à n'importe quel moment de la vie de la certification? La réponse est aussi oui. On avait d'autres questions sur lesquelles je pense que tu peux approfondir. C'est la notion de cession des cohortes qui est un petit peu floue. Est-ce que tu peux approfondir un petit peu ce point-là? Alors, aujourd'hui, il faut savoir que les cohortes, elles appartiennent aux certificateurs. Ça veut dire que quand j'ai un partenaire, bien qu'il va former ses propres clients à ma certification, du moment qu'il les a inscrits à ma certification, notamment sur le CPF, via mon code RS ou mon code RNCP, en fait, toutes ces personnes-là, derrière, sont déclarées sur ma certification et m'appartiennent. C'est-à-dire que moi, quand je vais présenter le dossier de renouvellement, ils vont apparaître dans la liste des personnes certifiées de ma certification. Donc, si mon partenaire veut déposer sa propre certification,
Ce qui arrive souvent au bout d'un moment, enfin, ça dépend de la stratégie du partenaire, mais il se rend compte qu'il fait tout, mais il paie un loyer au certificateur. Donc, à un moment donné, des fois, il se dit, en fait, moi, je veux être mon propre certificateur. Mais dans le cas actuel, les promotions vous appartiennent. Donc, comme il faut déjà des promotions, et en plus, depuis le 1er octobre, c'est aussi obligatoire pour le répertoire spécifique, comme il faut déjà des promotions, des personnes qui ont passé la certification qu'on veut déposer, eh bien, il pourrait dire, mais moi, je veux déposer sur le même sujet que là où j'étais partenaire, donc je vais utiliser ces gens-là. Eh bien non, il n'a pas le droit, parce qu'en fait, les personnes appartiennent aux certificateurs déjà existants. Donc, il est obligé d'avoir des personnes qu'il a formées en propre, qui ne sont pas passées par les certifications, pour déposer sa propre certification. Sauf si il bénéficie d'un accord du certificateur à utiliser les promotions qui sont détachées de notre certification pour pouvoir déposer sa propre certification. Ça arrive rarement, mais voilà, c'est un cas qui est possible. Tout à fait. Et puis, si je ne m'abuse, il me semble qu'on a prévu de parler de ça, alors plutôt à la nouvelle année, mais on approfondira un petit peu ces sujets-là de comment cadrer les partenaires et comment, comment tout ça peut, enfin voilà, en allant en plus dans le détail de cette notion-là. Là, on se mettra de l'autre côté où on dira, OK, je suis partenaire, Voilà. je veux m'émanciper. Donc là, nous, on est un peu du côté du certificateur, comment verrouiller le truc pour que vous soyez serein sur votre certif. Mais des fois, le partenaire veut prendre son envol et sa liberté. Et donc, lui aussi, il a des stratégies à élaborer, notamment quand il ne peut pas récupérer vos promos qui vous appartiennent. Et donc, on aura effectivement un webinaire dédié à ce sujet. Effectivement. Une autre question assez intéressante, est-ce que dans la convention de partenariat, il est possible d'imposer une méthode de travail ou des outils à utiliser? Enfin voilà, est-ce qu'on peut imposer par exemple que l'OF utilise Digiformat? Est-ce que c'est des choses qui sont envisageables? Eh bien oui. En fait, du moment que vous avez, c'est votre certification, votre mode de fonctionnement. Donc, si vous utilisez Digiform Assertif et que vous voulez que ça passe par là, vous pouvez totalement l'imposer. En fait, c'est pour ça qu'il faut tout définir, que toutes les règles soient bien connues au moment de la convention de partenariat. Et du moment qu'il les accepte, il doit les appliquer. Après, il ne faut pas aller plus loin que la loi. Si vous mettez qu'il faut tuer quelqu'un pour ça, non, ça ne marchera pas. Donc, il faut quand même que ça reste dans le cadre légal. Mais effectivement, on a le droit d'imposer des méthodes, des durées de formation, des tarifications, tant qu'en fait, ça reste sur le champ de ce que vous avez le droit de faire légalement. Super, merci. Et alors, on a deux autres points. Est-ce qu'il est possible de développer l'idée de la sous-traitance? Oui, alors en fait, la sous-traitance, c'est juste que le décret a introduit ça, c'est que vous pouvez aussi dire à votre partenaire préparateur, donc qui fait les formations, moi, je ne t'autorise pas à sous-traiter, c'est-à-dire d'avoir des formateurs sous-traitants. Ça, ou de sous-traiter à d'autres organismes de formation, enfin, en gros, d'avoir des partenariats en cascade. Et ça, vous avez totalement le droit de l'interdire et de dire, voilà, vous devez travailler avec vos propres salariés et vous n'avez pas le droit de sous-traiter les formations qui mènent à notre certification. Donc ça a été introduit justement par le décret. Et donc, c'est un point qui doit bien figurer dans la convention pour autoriser ou non le partenaire à avoir des sous-traitants. Je te remercie. Et le dernier point que j'ai noté, pourquoi un partenaire habilité à préparer et examiner ne pourrait pas être examinateur pour un autre partenaire? Parce que ça a été introduit dans le dernier décret qui a introduit la notion que quand on est partenaire, préparateur et examinateur, on a le droit de faire passer la certification uniquement aux personnes qu'on a soi-même formées. Et ça, c'est la loi. Et bien voilà, on a fait le tour des questions. Merci Alors, beaucoup. je vais juste rebondir sur la petite remarque de Anne, puisque c'est intéressant, il y en a beaucoup qui le disent. Si le partenaire fait sa certif sur le même domaine, c'est déloyal. Oui et non, ça s'appelle la liberté. Quand on dépose une certification, elle est pas non plus protégée, on n'est pas les seuls à pouvoir l'avoir. Il y a des organismes qui évoluent, qui grandissent avec le temps, qui à un stade ne sont pas prêts à devenir certificateurs et qui, en étant partenaires, apprennent aussi, ils souhaitent déposer. Voilà, bon, ils ne pourront pas de toute façon copier la même et ils ne pourront pas utiliser vos cohortes, mais ils ont quand même le droit de pouvoir aussi se développer commercialement, heureusement. Alors,
Anne qui te répond, d'accord, mais ça pénalise les petits certificateurs indépendants de niche. Après, c'est la loi commerciale, j'ai envie de dire, de la liberté à la concurrence. Et donc ça, malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. Et c'est ça aussi, ça pousse à être les meilleurs, ça pousse à être les premiers, ça pousse à augmenter la notoriété de sa certification pour continuer à se démarquer. Dis-nous, Céline. Est-ce qu'on est d'accord que quand on fait une session de promotion, comme son nom l'indique, c'est une session et donc le certificateur ne pourra pas l'utiliser pour son propre renouvellement? Je te rappelle à un ami, je sais que Camille est ici et qu'elle est beaucoup plus calée juridiquement que moi là-dessus. Je ne sais pas si elle veut répondre. Si Camille est là. Ah. Non. Non. L'ami m'a abandonné, c'est super. Mince. Alors, logiquement, si c'est une session, oui. J'aurais tendance à dire le gros problème, c'est que comme vous avez déjà fait l'accrochage des certifiés, puisque l'accrochage des certifiés, comme Léa le sait très bien, c'est fait dans les 3 mois suivant l'obtention de la certification. Et donc, logiquement, vous avez déjà déclaré ces personnes-là à France Compétences. Donc, je pense que c'est plus que vous allez leur donner l'autorisation de les utiliser dans le cadre de leur propre dépôt avec un courrier, plutôt que vraiment les détacher de votre certification, puisqu'en l'occurrence, vous les avez déjà déclarés. Donc, j'aurais tendance à dire qu'ils vont être déclarés 2 fois, plutôt que de vraiment les supprimer de la première certification qu'en fait, ils ont obtenue. Tout à fait. Ok, très bien. Merci. Mais je laisserai un avocat ou quelqu'un de très compétent juridiquement confirmer mes propos, mais logiquement, c'est ce qui me semble être voilà, le cheminement logique. Vous ne faites pas la différence entre l'accrochage et l'utilisation de la promotion pour un enregistrement. En fait, l'accrochage fait qu'ils sont attachés à votre certif. Donc, quand vous ferez votre propre renouvellement, il faut absolument déclarer les mêmes personnes que celles qui ont été accrochées. Sinon, vous seriez embêté dans le cadre de votre propre renouvellement. Pour autant, si j'autorise le partenaire à déposer sa propre... Très sincèrement, il n'y a personne qui fait ça. Hein. Mais si j'autorise le partenaire à déposer en utilisant les personnes qu'il a lui-même formées sur le même périmètre que ma certification, dans ce cas-là, il a le droit, lui aussi, de les déclarer de son côté. C'est plus que finalement, les titulaires auront 2 certifications. Ok. On a un client sur Digipharma Certif qui utilise, qui dépose là en utilisant la cohorte de. Ok, j'ai jamais posé la question, oui. Mais voilà, c'était pour aller au bout de ma réflexion. Ok, super, merci beaucoup. Sad, si tu veux intervenir. Oui, bonjour Annelise. Alors, on va avoir des éléments techniques aussi. De Céline, parce que je travaille dans un grand groupe, donc nous sommes certificateurs de plusieurs titres. On a l'habitude de faire la session de cohorte. Super. Pour nos partenaires ou pour nous, hein, par le biais d'autres certificateurs. Alors, j'ai pas bien écouté la question, mais alors, quand on dépose un dossier, une première demande sur la base d'une session de cohorte, l'obligation, c'est de ne pas exploiter les cohortes et par le certificateur et par son partenaire qui a le projet de création d'une certification. Par contre, pour l'accrochage, c'est une obligation légale du certificateur, pas du partenaire. Donc, nous, on déclare tous les certifiés quand on fait une session de cohorte. On déclare les certifiés auprès de la CDC, c'est la Caisse des dépôts qui gère l'accrochage. Et parce qu'ils ont validé la certification que nous, en tant que certificateurs, nous délivrons, donc c'est une de nos obligations. Par contre, eux, donc il va déposer sa demande sur la base d'une session de cohorte et on sait que quand il y a une création, souvent, les promotions qui ont permis l'enregistrement, normalement, ils se voient octroyer aussi la certification aussi c'est enregistré. Donc, je ne sais pas s'il doit déclarer ou pas auprès de la CDC parce qu'entre-temps, la certification n'était pas enregistrée. Oui, mais ça répond à la question, effectivement, que quand tu déposes la certification, en fait, ou tu la renouvelles, les deux vont bien déclarer les personnes parce que de toute façon, au final, elles auront obtenu les 2 certifications. Ce n'était pas exactement ma question parce que pour moi, il n'y a pas de sujet c'était pas le sujet de la CDC. D'accord. C'est pas le sujet de la CDC parce que. Je ne parle pas de la CDC. Hein.
C'était le passeport de compétences, c'était oui, en fait, la cohorte exploitée pour l'enregistrement se verra octroyer, donc logiquement, ils seront réaccrochés, accrochés, mais c'est pas tant ça, c'est l'exploitation de la cohorte pour le renouvellement. Oui, c'est ce que je disais, Céline, c'est qu'en fait, quand on dépose le dossier de renouvellement, celui qui dépose le dossier de renouvellement, il va mettre tout le monde dedans, puisque de toute façon, ils ont obtenu l'assertif, donc il doit faire son analyse dans le tableau Excel avec ces personnes-là. Et du moment qu'il a cédé, celui qui fait sa demande initiale auprès de France Compétences fait exactement le même travail avec également le fichier Excel. Ok, très bien. De toute façon, celui qui fait la session, il a besoin de l'accord du certificateur à joindre dans son dossier, la session de cohorte signée par le certificateur et donc une convention de partenariat plus l'accord de session de cohorte avec la liste des promotions qui ne seront pas exploitées par le certificateur, mais que par le partenaire qui a le projet de dépôt de certificat. Ça fait 2 fois, ça, que vous dites la même chose, donc je voudrais vraiment préciser qu'entendez-vous par et l'accord ne sera pas exploité par le certificateur. J'ai pas entendu, excusez-moi, ça a figé. Ouais, je ne veux pas monopoliser. Hein. C'est pas grave. Il y a plein de choses à dire. Quand ça, c'est quand le certificateur fait sa demande de renouvellement, est-ce qu'il met dans le fichier Excel les personnes qu'il a cédées? Non. Ok, donc, au moins on a la réponse. C'était bien d'accord, ok, c'était bien ce que je pensais. Merci. Céline, on a la réponse. Donc, quand on fait le renouvellement, on ne met pas les personnes qu'on a cédées. J'imagine on explique pourquoi. Et celui qui dépose met les personnes qui ont été cédées dans le fichier Excel avec l'insertion professionnelle. Ok, voilà. C'est bien ce que j'avais compris. Donc, merci beaucoup. Après, tout le monde est d'accord. Allez, on continue alors. Au niveau des obligations réglementaires des partenaires. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les partenaires ont des obligations réglementaires, que ce soit les préparateurs ou les examinateurs, et s'ils ont les deux rôles, ben, ils cumulent les deux. Alors, ils sont censés les connaître, puisqu'elles sont parues dans le décret du 6 juin. Pour autant, comme je vous le disais, c'est la responsabilité aussi du certificateur de bien sensibiliser ses partenaires pour éviter toute dérive. Donc, le préparateur, donc celui qui fait la formation, qui prépare à l'examen, il doit utiliser l'intitulé exact de la certification comme titre de sa formation. Alors ça fait débat, mais avec les derniers échanges qu'on a eus de France Compétences, c'est bien comme ça qu'il faut interpréter le dernier décret. Il doit respecter bien sûr le périmètre du référentiel, donc des compétences visées. Ça veut dire qu'il ne peut pas utiliser une formation en stratégie digitale pour ajouter aussi des choses en création d'entreprise. Il faut absolument respecter le périmètre des compétences visées par la certification, ni plus ni moins, ou du bloc, ou quand c'est une certification à RNCP. Il doit respecter les durées minimales qui sont fixées soit par le certificateur, soit par le ministère. Des fois, on a des professions réglementées. Il doit également respecter les périodes de stage ou des périodes en milieu professionnel, apprentissage, etc. Donc ça aussi, ça peut être encadré et imposé aux partenaires. Il doit également respecter le présentiel quand celui-ci est imposé. Vous avez aussi le droit d'imposer le fait que la formation ait lieu en présentiel. Il doit aussi respecter le nombre maximal de stagiaires par formateur. Voilà, on peut également avoir ce type d'obligation dans la convention de partenariat. Et l'examinateur, donc celui qui organise les sessions d'examen, il doit absolument le faire dans le strict respect du référentiel d'évaluation ou du référentiel d'examen ou de référentiel de certification, ça dépend comment vous l'appelez. En tout cas, le document qui explique comment se passe l'examen et tout ce qu'on doit respecter. Et lorsque le partenaire est habilité à la fois à la préparation et à l'évaluation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il doit obligatoirement inscrire uniquement les candidats qu'il a lui-même formés aux épreuves d'évaluation. Et donc, je ne sais pas s'il y a des questions, sur ce sujet. On a Blandine par rapport au périmètre. Est-ce strict s'il y a une coloration qui reste dans le domaine d'application, est-ce légal? Est-ce que Blandine vous... Ah oui, je vois ce que Blandine veut dire.
C'est par rapport à l'intitulé, il me semble, de la certification. Si je cite Goulven Troumaguet, il est possible que le titre de la formation soit le titre de la certification avec des sous-titres. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut apporter une petite nuance légère pour contextualiser, mais voilà, il faut que ça reste cohérent. Si c'est pour appliquer une certification qu'à un secteur d'activité, ça pose quand même problème parce que c'est pas forcément le but de la certification. Donc là, il faudrait avoir des exemples au cas par cas pour voir si ça passe. Si c'était bien ça la question. Je voulais juste souligner que là, en fait, on touche à pour moi, deux choses. La manière dont l'organisme certificateur va monter son référentiel, parce que, justement, il est question dans les référentiels, notamment, la fameuse question qui s'est posée, en tout cas pour nos clients récemment, à la lumière du webinaire de France Compétences, qui a indiqué que si on rajoute une compétence entre-temps et que la personne, l'OC se fait contrôler, pas de bol, il va être sanctionné. Mais pour autant, on demande à un organisme certificateur ou un organisme de formation de savoir faire évoluer, de savoir faire vivre sa certification. Alors, dans ces cas-là, nous, on a des clients qui se disent, bah oui, mais si on fait vivre, alors on change. Si on change, on se fait sanctionner. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut faire, et donc c'est mon deuxième point, excessivement la distinction entre le référentiel métier et le référentiel de formation. Il faut aussi écrire le référentiel métier de manière à ce que ça soit un vrai canevas dans lequel un cadre structurant au sens du métier générique, parce qu'on est sur une approche ressources humaines, c'est important aussi qu'on le rappelle, le RAS, c'est vraiment une approche ressources humaines, donc c'est un cadre structurant dans lequel il y a une forme de liberté pour faire évaluer les métiers, parce qu'on sait bien qu'en ce moment, les métiers évoluent énormément, notamment les types de logiciels, les nouvelles technologies, etc. Donc ça, on va vous demander. Et en même temps, de faire bien la distinction entre le référentiel métier et le référentiel de formation. Et donc, je finirai juste là-dessus, puisque là, on est du côté des organismes certificateurs. Chers OC, faites attention ou accompagnez aussi vos habilités à la montée en compétences de ça. Parce que sinon, ça va jouer, je pense, je ne sais pas si Amise et Mélanie abonderont dans ce sens, mais ça va jouer dans la bonne relation, dans la pérennité aussi de la relation, parce que c'est un exercice qui n'est pas facile d'être habilité, et ça demande, comme l'OC, de faire cette distinction pour pouvoir vivre correctement et évoluer et continuer ensemble, tout en restant dans le cadre réglementaire de France Compétences. Je suis complètement d'accord avec Camille et c'est pour ça que je recommande souvent que dans les référentiels, il y ait cette souplesse dont tu parles, notamment des fois quand on a une compétence autour de la veille ou de l'amélioration continue. Ben ça justifie notamment qu'on ait des thématiques actuelles qui soient enseignées en plus parce qu'elles rentrent dans ce cadre-là. Oui, tout à fait. On va donner la main rapidement à Sandra. Tu avais une question, il me semble. Oui, moi déjà, c'est peut-être pour partager avec vous une expérience qu'on a eue par rapport à cette communication lorsqu'on a déposé. Et en effet, sur notre page, on avait bien mentionné tous les éléments bien qui doivent apparaître, donc l'intitulé, le titre, le code, etc. Et à la fin de notre page, on mentionne bien noir sur blanc qu'en complément du titre, nous proposons le module non certifiant X, Y. Et c'est pour vous partager en fait qu'on a eu un retour, même si c'était écrit bien noir sur blanc que hors certification, on propose le module XYZ qui n'est pas certifiant. On nous a fait la remarque lors du rapport. Donc, c'est aussi pour partager avec vous cette expérience. La deuxième question que je me posais, c'est que au niveau de la com, on met rarement tous les détails du référentiel. On dirige vers le référentiel, on dirige vers la fiche de France Compétences, mais on met rarement toutes les compétences par bloc du référentiel. On mentionne les blocs, ça c'est sûr, l'intitulé des blocs, mais au niveau des cours ou des modules qu'on propose pour acquérir telle et telle compétence, honnêtement, c'est que nous qui arrivons à maîtriser. Donc là, par rapport à ce que de poser comme question Blandine, je me dis au niveau du contenu des cours ou des intitulés des cours, et non pas de la compétence,
pourquoi elle ne pourrait pas se permettre de Ah mettre… non, elle peut effectivement l'écrire différemment. Ce que je dis juste, c'est que même si c'est écrit différemment, dit différemment, et c'est normal de ne pas reprendre les compétences qui peuvent des fois être un peu indigestes et qui ne sont pas des modules de formation dans votre programme, ça c'est OK. C'est juste que le champ de votre programme ne doit pas excéder ou ne doit pas être inférieur au champ des compétences visées. Par contre, vous le dites différemment et c'est normal. Vous le dites dans un langage pédagogique et c'est normal. Le programme et la certification sont deux choses différentes. Et ça, c'est bon. C'est juste que vous n'avez pas le droit de rajouter des cours parce que vous dites, allez, le bloc, il est au CPF, je rajoute des cours sur un autre truc. Ça, c'est interdit. Oui, je comprends. Et j'avais juste une dernière question. C'est, nous avons un partenaire qui se voit, en fait, qui propose des blocs de la certification. Donc, ce n'est pas la certification à part entière, c'est par bloc. Dans sa communication, il donne un titre assez attractif, un peu commercial, qui n'est pas loin du bloc. Et juste en dessous, il précise bloc 3, il reprend textuellement l'intitulé et il dirige vers la fiche. Est-ce que c'est possible? Mais le problème, c'est que même le directeur de France Compétences n'a pas été très clair. Oui, on est perdu. La loi, d'après le décret, non, c'est pas possible. Mais bon, lui-même a dit qu'on pouvait mettre des sous-titres. Alors, je sais pas comment Camille l'a interprété. Je vois qu'elle a levé la main. Si tu veux donner aussi ton interprétation de ces dernières évolutions. Pour moi, il faut se rattacher à la loi de la protection des consommateurs. Parce qu'en fait, ce n'est pas le décret qui a inventé ça. Il y a d'abord une loi qui encadre la protection des consommateurs, le droit de la pub et de la consommation. Et à ce titre-là, je ne sais plus exactement quelle est la tournure exacte, mais il est question clairement, en fait, on peut vous reprocher que ça soit confusant. Si on induit en erreur ou on provoque une confusion chez le consommateur, vous êtes responsable de ça et on parle d'une attention moyenne. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'un consommateur, si dans l'attention moyenne, il y a des éléments qui provoquent la confusion ou l'induction en erreur, alors vous pouvez être tenu pour responsable. Donc, moi, je pense, après, évidemment, c'est toujours une estimation. C'est-à-dire que là, vous exposez, si par exemple, vous me demandiez, moi, en tant que consultant, mon conseil, je dirais, attention, red flag. Parce qu'il y a clairement une volonté de… comme c'est tous les petites astuces en pub ou en marketing. Et pour moi, c'est très limite. Après, je suis assez ceinture-bretelle, hein, donc il faut aussi remettre dans le contexte. Je pense que ça ne vaut pas le coup. Surtout que je rappelle que ça fait partie des critères de refus immédiat aujourd'hui. Donc là, si je vais être un peu plus concrète, ouais. Le titre de la certification en tant que telle, c'est un métier. On est d'accord, ça ne va pas plus que 2 mots. Ouais. Or, la proposition du partenaire, c'est de faire des pages différentes par bloc. Par bloc, j'entends. OK. Donc là, le bloc, son intitulé, ça fait 2 phrases, parce que c'est une compétence à peu près. Mm-hmm. Donc, il ne pourra sûrement pas faire comprendre le consommateur de quoi il s'agit. J'entends très bien. Donc, il se voit mettre un titre qui représente le bloc, et juste en dessous, que c'est le bloc 3, blablabla. Bla, 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 OK. Parce que si j'entends… OK, là j'entends, tout à fait. Voilà, si j'entends votre commentaire, ça veut dire que moi, mon partenaire, il devrait mettre toute la phrase du bloc 3. J'entends. En fait, après, Annie, je vais te laisser reprendre la parole, mais ça dépend aussi de la mise en page. Enfin, là, il y a aussi une estimation. J'entends votre réflexion qui est juste. Sur EDOF, il n'a pas trop le choix. Sur EDOF, il faut qu'il mette l'intitulé du blog. Ça, il n'y a pas de débat. Par contre, sur son programme de formation, s'il a mis un synonyme, et j'entends aussi ce qu'a dit Camille, mais si vraiment ce n'est pas mensonger et ce n'est pas trompeur et c'est juste la même chose dit plus simplement parce qu'effectivement, on a besoin commercialement d'avoir un nom, et qu'en dessous, juste en dessous, je retrouve le nom, moi, personnellement, je ne trouve pas ça problématique. Après, je ne travaille pas chez France Compétences, mais par rapport aux dernières infos et aux échanges qu'on a eus avec Goulven Droumaguet, me semble que ça colle avec ce qu'il disait, c'est-à-dire qu'on a le droit de mettre des sous-titres du moment que c'est cohérent et qu'on n'est pas en train de, pour le coup, comme on disait tout à l'heure, rajouter des choses qui n'ont rien à voir ou là, comme Camille l'a dit, ça pourrait être mensonger, induire en erreur et là, ça serait juste, je détourne un bloc de compétences pour autre chose.
Oui, surtout que là, effectivement, j'avais oublié, pardon, ça fait partie c'est juste un bloc de compétences. Autant un métier, effectivement, il n'y a pas de, c'est pas équivoque, c'est une obligation maintenant. Autant le bloc de compétences, d'autant que si vous mettez juste en dessous la phrase et que vous spécifiez, c'est OK. Ouais, pour moi, ça passe aussi. Merci beaucoup. Bon, alors, je poursuis. On continue. Donc, bon, ça, je passe. C'était le décret. Je vous l'aurai les supports. Hein, donc, si vous voulez revoir à chaque fois les décrets et bien relire par rapport aux bonnes parties, vous n'hésiterez pas. Alors, on va parler maintenant de contrôle. Donc là, on a choisi nos partenaires, le périmètre, on a mis en place la relation. On va voir comment on contrôle tout ça. Il y a plusieurs niveaux de contrôle et c'est important de le faire. Pourquoi? Parce que vous restez maître de votre certification. Donc, quand bien même vous la louez ou vous octroyez le droit à certaines personnes de l'utiliser, vous devez vous assurer que cela se fait dans le respect de ce que vous avez mis en place. Donc, pour moi, il y a 4 niveaux de contrôle. Le premier, c'est avant même de conclure un partenariat. Donc, c'est de vérifier que la personne qui veut être partenaire avec vous, elle a bien les prérequis nécessaires, elle est certifiée Calliope, elle est en capacité de déployer les moyens pédagogiques, techniques, d'encadrement conformes à ce que vous voulez pour votre certification. Son établissement, il est sain financièrement, il est assuré et que voilà, juridiquement, tous les voyants sont au vert pour contractualiser la relation. Le deuxième niveau de relation concerne les partenaires préparateurs. Donc là, l'idée, ça va être de regarder que les formations qu'ils proposent, justement, comme on l'a si bien dit, elles correspondent au périmètre de votre certification. Donc, est-ce que les compétences, elles sont bien représentées? Si j'ai imposé des volumes horaires, des méthodes, des outils, une tarification, est-ce que c'est bien respecté? Et là, on va aussi aller voir comment ils communiquent sur la formation sur le CPF. Parce que c'est souvent là qu'il y a des dérives. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir s'assurer que, justement, ils respectent les règles du CPF pour pas qu'il y ait un problème qui, par effet domino, se répercuterait sur moi. Vérifiez d'ailleurs aussi de temps en temps que personne n'utilise illégalement votre certification. Et je vais pouvoir aussi mettre en place des audits irréguliers, annoncés ou inopinés. Ça, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui le définissez dans le cadre de la convention de partenariat. Et là, l'idée, ça va être de pouvoir vérifier, soit d'un point de vue documentaire, soit dans la réalité pratique, si c'est vous qui voyez le curseur du niveau de contrôle que vous voulez mettre, que ce qu'il me raconte, c'est bien ce qu'il fait. Hein, parce que bon, on connaît les dérives où des personnes vous disent tout ce que vous avez envie d'entendre et puis en fait font un peu différemment. Le troisième levier de contrôle, c'est pour ceux qui sont examinateurs. Donc là, l'idée, c'est de venir vérifier qu'ils organisent bien les sessions d'examen dans les règles que vous avez définies. Alors, c'est souvent là qu'il y a un peu des dérives parce que c'est pénible de convoquer plusieurs membres de jury. Donc, des fois, c'est la secrétaire qui fait passer la certification. Je ne citerai pas de nom. Mais voilà, l'idée, c'est quand même de vérifier que notre partenaire, il respecte bien tout ce qu'on a mis auprès de France Compétences pour s'assurer qu'il n'y a pas de dérive et que mon règlement est bien respecté et que du coup, les gens qui ont ma certification, puisqu'après moi, je vais décider sur la base des éléments transmis, méritent bien de l'avoir. Sinon, ma certification n'a plus aucune valeur si finalement, elle s'obtient en claquant des doigts. Donc, il faut analyser les grilles d'évaluation, vérifier que voilà, c'est tangible, ce qui est dedans, il y a suffisamment d'éléments pour qu'on puisse se dire que c'est vrai, mais aussi mettre en place des audits réguliers annoncés. Et je vous recommande d'inopiner pour venir voir concrètement dans une session comment ça se passe. Et enfin, il y a un niveau de contrôle qui concerne un petit peu tout le monde. Donc là, on va aller collecter les données des candidats et des certifiés, notamment pour regarder au niveau des enquêtes de professionnalisation et on peut comparer d'ailleurs les données par partenaire. Je peux regarder justement si les bénéfices de ma certification, que ce soit l'insertion professionnelle pour un RNCP ou les bénéfices concrets pour un RS, diffèrent d'un partenaire à un autre, ce qui pourrait mettre la puce à l'oreille. Je vais pouvoir aussi contrôler la communication de mon partenaire à la fois sur ses réseaux sociaux, donc d'un point de vue marketing, est-ce qu'il communique correctement sur la certification ou il raconte un peu n'importe quoi. Donc là, l'idée, c'est quand même de temps en temps d'aller regarder comment il communique. Et bien sûr, à chaque fois que nécessaire, il va falloir mettre en place un traitement des problèmes.
Donc là, il va falloir passer de l'avertissement à la suspension au retrait. Mais en tout cas, chaque problème doit être identifié, analysé, traité. Et quand vous renouvellerez votre certification, France Compétences attend aussi cette transparence-là. Donc, soit vous le faites par le biais du conseil de perfectionnement, soit par le biais d'un autre outil. Mais en tout cas, de pouvoir dire, j'ai contrôlé mon réseau de partenaires, voici les problèmes que j'ai relevés, voici comment j'ai réagi et voici le niveau actuel. Donc, des fois, ça peut être j'ai radié ce partenaire et c'est OK. Mais voilà, on attend plutôt une transparence des problèmes que vous avez relevés et comment vous avez réagi, plutôt que d'essayer de mettre la poussière sous le tapis. Voilà. Tout à fait. Mais je te remercie de toutes ces précisions parce que les dispositifs de contrôle, nous, on en rencontre tous les jours des certificateurs qui ont du mal à suivre le réseau de partenaires. Plus on en a, plus c'est compliqué, on est bien conscient. J'avoue que là-dessus, mon conseil d'expert, c'est aussi de raisonner son nombre de partenaires. Quand on voit des certifications qui ont des milliers de partenaires, à un moment donné, on peut se poser des questions sur comment tout ça s'est encadré. Et ça va de toute façon attirer le regard de France Compétences. Donc, il faut aussi se raisonner sur le nombre de partenaires qu'on veut dans son réseau. Et mettre en place des procédures où je fais notre promotion, mais s'appuyer sur des outils qui vont vous aider à le faire. On avait une question de Rémi. Ah, Rémi. Ah oui, je vois celle de Camille juste après. Rémi nous disait, j'avais entendu que le certificateur doit de toute façon gérer au moins 20% du temps de formation qui prépare au certificateur. C'est exact ou faux? Ah, je crois que là, vous confondez avec les règles de sous-traitance et d'offre, il me semble. Mais non, ça, c'est pas vrai. Très bien. Et du coup, la question de Camille, dans la vérification des conditions d'entrée, s'assurer aussi que l'habilité est organisée pour la certif en elle-même. Tout à fait. Enfin, il faut, quand on habilite quelqu'un, qu'on s'assure que les capacités de ce sur quoi on va l'habiliter, quoi. Donc, s'il veut être examinateur, ben, il faut qu'on valide avec lui qu'il est en capacité de conduire les examens tels qu'on les a définis dans le règlement. Et s'il veut former, pareil, qu'il soit en capacité de former dans les conditions qu'on souhaite de qualité pour la formation qui prépare les certifications. Oui, Camille? Pardon, du coup, je me permets. En fait, c'était pas tellement dans ce sens-là. On sait que avoir une certification représente, et c'est d'ailleurs souvent la déconvenue des nouveaux déposants, des nouveaux certificateurs, que ça représente en fait du travail, la collecte des données, le suivi, tout ça représente. Et du coup, je pensais notamment, souvent ça me revient comme réflexion avec mes clients, de penser en fait quand on recrute un organisme de formation, de penser à ce qu'il soit bien organisé pour suivre cette charge de travail en plus. C'est-à-dire être capable de faire la formation, c'est une chose, mais être capable de pouvoir remonter auprès de l'organisme certificateur tous les éléments qui sont nécessaires pour que la certification soit renouvelée et qu'elle aille bien et qu'elle soit en bonne santé. C'était dans ce sens-là en fait que je posais la question. Mélanie, je ne sais pas si tu veux que je réponde à ta question, si tu veux y auto-répondre. Non, vas-y, réponds. Alors, l'idée, c'est que justement, on peut avoir des écarts d'insertion. Alors, finalement, on ne pourra pas le contrôler avant, puisque le principe de l'insertion, c'est que c'est passé. Mais justement, donner lieu à d'autres contrôles renforcés et de revoir notre politique à l'avenir pour réorienter le partenaire. Ça reste une relation, hein, un partenaire. Hein, donc, l'idée, c'est aussi potentiellement de l'aider à s'améliorer, à grandir, à moins qu'il fasse vraiment n'importe quoi et qu'il n'en ait rien à faire. Mais voilà, l'idée, c'est quand même d'utiliser ce qui nous fait, ce qui nous dit, ce qui nous donne comme info pour nous s'améliorer, mais nous aussi lui faire un feedback en disant, je ne sais pas, l'insertion métier elle est moins bonne chez vous que chez d'autres. On peut peut-être regarder ensemble comment vous recrutez vos candidats. Et donc, l'aider à améliorer finalement nos données, mais que lui aussi s'améliore dans ce qu'il propose aux apprenants et que finalement, il ait aussi des meilleures statistiques. Je pense qu'il y a l'anticipation passe aussi par, au début de la relation quand même, bien fixer ces objectifs-là. Que oui, il y a tout le cadre légal, juridique de qui fait quoi, de l'enseignement, de l'évaluation, etc. Mais que quand même, la finalité, c'est bien d'avoir une insertion dans la cible et que si cette insertion n'est pas dans la cible, on n'a pas besoin de ce partenaire et surtout, ça met vraiment en danger la certification. On voit aussi avec certains de nos clients qui se retrouvent avec des insertions au global qui sont très, très moches, quoi, et à cause de partenaires qui n'en ont rien à faire. Voilà. Oui, c'est ça, oui, un réseau de franchise, oui.
Eh bien, je poursuis. Donc là, je passe. Alors, je voulais quand même aborder la stratégie financière, parce que j'ai quand même beaucoup de personnes qui me posent des questions, qui me demandent même des montants. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment on fait tout ça, parce que c'est pas au pifomètre qu'on va déterminer comment on fonctionne d'un point de vue stratégie financière pour développer et constituer son réseau de partenaires. Sachez qu'il y a, et ça je ne l'invente pas, c'est ce qu'on voit sur le marché, 3 modes de rémunération possibles. Un droit d'entrée, qui en fait serait lié à tout ce qu'on doit examiner avant de valider un partenaire. Hein. Comme l'a si bien dit Mélanie et Camille, il y a quand même beaucoup de choses à vérifier parce que si on fait rentrer un partenaire qui a un mouton galeux, ben, en fait, ça va impacter notre certification. Donc, on doit quand même bien s'assurer en amont que la personne est fiable, enfin la personne ou l'organisme est fiable. Et donc là, l'idée, c'est quand même que tout ça, ça va nous demander du temps. Donc, on peut mettre en place un droit d'entrée qui correspond vraiment à étudier le dossier de candidature du partenaire, ses motivations, ses moyens, et une fois que, si on est d'accord, hein, puisqu'on peut aussi le refuser, hein, on fait bien ce qu'on veut, la signature de la convention et la mise en place des process pour fonctionner ensemble. Donc là, c'est le droit d'entrée. Combien c'est, Anis, le droit d'entrée? Ben, j'en sais rien. En fait, ça va dépendre de votre organisation, de vos outils, notamment si vous avez un outil comme Digiform Assertif qui peut vous faciliter le travail et si vous faites tout avec vous-même du temps et des documents, en fait, le temps ne va pas être le même. Donc, ça va être à vous, en fait, de calculer combien ça vous coûte d'un point de vue temporel et si vous voulez vous rajouter une marge, combien ça vous coûte d'étudier la candidature d'un partenaire avec tout le sérieux que ça nécessite. Et ensuite, vous pourrez fixer votre tarif droit d'entrée. Le deuxième mode de rémunération possible, c'est la redevance annuelle. Donc là, l'idée, c'est aussi que chaque année, je dois faire un suivi qualité de mon partenaire, des contrôles, des audits, aller vérifier sa communication, regarder les données qu'il me transmet. Bon, tout ça, ça va avoir un coût. Et donc, ce travail-là, effectivement, il faut le quantifier et pareil, définir le montant de la redevance annuelle. Et le troisième levier de rémunération, c'est le coût par candidat. Alors ça va dépendre un peu. Si vous avez un partenaire qui est préparateur et c'est vous qui organisez l'examen, puis la session de délibération du jury, forcément le coût sera plus élevé que si le partenaire est préparateur et examinateur. Du coup, il faudra, pareil, encore une fois, estimer le temps passé, les coûts annexes, parce que je dois rémunérer mon jury. En général, ça arrive, on ne dit pas rémunérer, mais voilà, à donner une gratification à mon jury de délibération, il y a quand même des coûts associés à toute cette organisation. Et ça, c'est des coûts par candidat, par groupe de candidats, par nombre de candidats qu'il faut estimer aussi. Donc, finalement, quand je vais fixer ma stratégie financière, je vais prendre les coûts de cette rentabilité interne, c'est-à-dire tous les coûts que ça me coûte, moi, de faire ça. Et ensuite, pour définir mon tarif, je vais prendre en compte 2 autres choses. Le benchmark sectoriel, parce que les tarifs de location des titres ne sont pas les mêmes selon les secteurs d'activité, parce qu'il y a plus ou moins de certifications présentes sur le marché. Donc là, c'est aussi d'aller voir comment ça se passe chez les autres pour s'aligner. Si moi, je propose des tarifs qui sont 2 fois le prix du marché, je ne risque pas d'avoir beaucoup de partenaires. Donc, il y a quand même cette notion-là à prendre en compte. Et l'autre notion, ça va être le volume de partenaires. Selon mon volume, ça peut aussi permettre d'amortir les coûts, de les réduire. Donc, je vais aussi, selon ma stratégie, est-ce que je veux peu de partenaires ou j'en veux beaucoup? Beaucoup, soyons raisonnables aussi. Comme je vous l'ai dit, il faut que ça reste quand même quelque chose d'encadré. Mais voilà, selon le volume de partenaires que je vais avoir, ça va pouvoir impacter mon tarif. Donc, de toute façon, il y a quelque chose qui est important, c'est la rentabilité interne. Ça veut dire que vous devez calculer vos coûts fixes et vos coûts variables. Et là, ça, c'est votre seuil minimum incompressible. C'est-à-dire que si vous allez en dessous, vous allez perdre des sous. Bon, dans ce cas-là, ça ne vaut pas trop le coup. Et par contre, ensuite, vous allez ajuster votre marge en fonction du benchmark sectoriel et du volume de partenaires que vous envisagez pour justement moduler votre tarif. Mais faites attention à ce que vous ayez bien calculé votre rentabilité interne, parce que j'ai eu des exemples de personnes qui ont développé un réseau de partenaires et qui ont vécu ça comme à perte. Dans ce cas-là, ça n'a pas d'intérêt, c'est du travail en plus. Et en plus, si on perd des sous, ça n'a vraiment aucun intérêt. Donc, il faut quand même penser sa stratégie dès le début pour fixer des tarifs qui sont cohérents et qui vont vous permettre justement de vivre de ça et que ça soit un levier stratégique plutôt qu'une contrainte.
On a Stéphanie qui te demande comment réaliser un benchmark sur une certification où il y a peu d'organismes certificateurs. Alors, pour réaliser un benchmark, il y a une technique très simple. Alors déjà, c'est d'aller sur la fiche France Compétences. En bas, vous verrez s'il y a des partenaires habilités. Donc déjà, ça vous donne un indicateur sur le fait que la personne habilite ou non le certificateur habilite ou non des partenaires. S'il n'habilite pas, le problème est réglé. S'il en habilite, vous pouvez vous faire passer pour un organisme qui a envie d'être partenaire et ça vous permettrait d'avoir les tarifs et les conditions de partenariat. Et s'il y a vraiment personne et que vous êtes les seuls, vous allez fixer votre tarif déjà avec votre rentabilité interne et la marge que vous souhaitez y associer. Et là, j'ai envie de dire, du coup, c'est ce seul levier-là, indicateur-là qui va vous aider à positionner votre prix. Parce que s'il n'y a pas de toute façon de concurrence, vous êtes le premier, vous mettez votre tarif et vous l'ajusterez peut-être plus tard si des concurrents arrivent. Merci pour tes explications, Stéphanie. N'hésitez pas à nous dire si c'est plus clair. On n'a pas de questions pour le moment sur cette partie financière. Ah, Claire, si, ça arrive. Alors, attends. Avez-vous des recommandations de plateformes réseau pour trouver des partenaires? Alors, malheureusement, trouver des partenaires, c'est un peu comme trouver des clients. C'est-à-dire que là, c'est sa stratégie de communication. J'ai plusieurs exemples de personnes, de certificateurs qui ont essayé de lancer des partenariats, qui n'ont jamais réussi à en trouver et qui n'ont pas réussi, et d'autres qui, parce qu'ils étaient mieux positionnés, qu'ils ont mieux communiqué dessus, ont réussi à en trouver. Vous avez aussi des plateformes comme CertiCPF, je ne sais pas si vous connaissez, qui peuvent justement vous leur permettre, en fait, c'est une mise en relation, vous leur donnez le contrôle sur le réseau de partenaires, vous le gardez aussi, mais c'est eux qui vont vous mettre sur leur plateforme et qui vont chercher des partenaires pour vous. Voilà, il y en a peut-être d'autres, moi c'est celle que je connais. Je n'ai pas de partenariat avec eux, je sais qu'ils font ça. Et donc, ça aide quand on n'a pas les moyens soi-même de faire de la communication et de la pub pour sa certification pour trouver des partenaires. On a, après je te laisse la main Camille, il me semble qu'on a des personnes de chez CertiCPF qui sont parmi nous, donc n'hésitez pas à nous partager le lien pour que tout le monde puisse y accéder. Oui, avec plaisir. Et Camille, vas-y, dis-nous. Oui, c'était juste pour dire qu'il y avait des consultants comme Catherine Associés qui font ça. Ils font la création. Camille. Ils font la cas ou moi ou quelqu'un d'autre, mais il y a des consultants qui accompagnent comme tellement d'autres choses parce que là où Anne-Lise, je trouve, montre absolument clairement et c'est limpide dans cette démonstration, c'est que c'est une diversification. C'est une activité à part entière, donc ça demande tous les moyens de la diversifier. Quand une entreprise décide de se diversifier avec le budget, la com, etc. Et il y a des personnes, comme nous, mais comme d'autres, qui sommes habitués à justement identifier les partenaires potentiels, les contacter, etc. pour créer des réseaux. Dites-nous Thibaut. Oui, bonjour à tous. Je montre mon visage cette fois-ci. Oui, en effet, merci Anne-Lise de citer CertiCPF. Alors comme vous le disiez tous, il y a plusieurs acteurs en effet qui font ça. Mais juste pour informer en effet les personnes présentes dans ce webinaire que CertiCPF est une plateforme en effet permettant dans le contexte et dans les règles évoquées par Anne-Lise et par Camille, etc., c'est qu'en effet, on a un certain nombre de partenariats déjà établis avec un grand nombre de certificateurs. On dispose à peu près de 300 certifications aujourd'hui. Et en effet, l'objectif de CertiCPF, est de permettre à ces certificateurs, qui le souhaitent, qui sont volontaires, de développer un réseau de partenaires conforme, bien évidemment, et en respect de leur certification. Voilà, donc je ne vais pas faire plus de pub que ça en tous les cas, mais l'objectif, en effet, était de répondre à la question. Voilà. Merci beaucoup, Thibaut. On avait une question dans le fil de discussion après par rapport aux montants. Est-ce que les montants doivent apparaître sur les conventions de partenariat? Bien sûr, ça fait partie des choses qu'on a identifiées comme vraiment indispensables. C'est-à-dire que de toute façon, plus votre convention de partenariat est précise, plus vous allez sécuriser la relation.
Donc, il faut vraiment que les règles du jeu soient connues dès le début. C'est un contrat, donc il faut absolument que tout y figure. Et de toute façon, si vous n'avez pas écrit dans la convention et que vous exigez des frais derrière, ça ne passera pas légalement. Je te remercie pour ce retour. Et on avait Sandra qui avait une question, qui a la main levée. Oui, merci Léa. Une petite question par rapport aux acteurs qu'on a cités tout à l'heure, les organismes qui trouvent le réseau de partenaires par rapport à notre certif. La question que je me posais à ce moment-là, parce qu'aujourd'hui, on a quand même bien débattu la convention entre nous et le partenaire directement, mais si c'est un organisme qui nous met en lien avec les partenaires ou qui gère d'ailleurs les partenaires, à ce moment-là, est-ce qu'il y a aussi une convention qui doit être bien encadrée? Et s'il y a besoin aussi de vérifier tous les décrets, tous les éléments du décret juin 2025. C'était ça ma question. Déjà, vous avez votre convention qui doit être conforme à ce décret. Et si vous déléguez effectivement la constitution du réseau de partenaires, alors je ne sais pas si Thibaut ou Camille veulent répondre du coup sur comment ils ont l'habitude de fonctionner, mais bien sûr qu'il faudra là aussi qu'il y ait une convention spécifique qui encadre bien la relation. Tout à fait. Je peux apporter en effet un élément de réponse. C'est une excellente question. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, et je pense que Anne-Lise et Camille et compagnie partagent le même point, c'est que France Compétences demande à ce que chaque organisme certificateur qui développe un réseau de partenaires signe une convention bipartite avec son partenaire, avec son ou ses partenaires. Donc ça, c'est, je dirais, maintenant devenu non plus juste une indication, mais quasiment une obligation, puisqu'en cas de contrôle, France Compétences peut en effet demander à voir la convention de partenariat. Et d'ailleurs, un organisme partenaire qui se met pour la première fois sur EDOF va devoir fournir sa convention de partenariat bipartite avec le certificateur. Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, nous, en effet, comme on intervient dans cette démarche, chaque organisme partenaire va devoir signer, enfin en tous les cas accepter un certain nombre de conditions générales qui vont régir quelque part ses droits et devoirs vis-à-vis du certificateur. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres points à ajouter. Peut-être chez Camille ou Anne-Lise. Non, pas d'autres. C'est pour ça que je ne réagis pas. Par contre, je précise que nous, on est plutôt dans la création de réseau et pas dans la gestion de réseau. Il faut bien distinguer les deux parce que ça n'engage pas de la même manière. Nous, ça s'apparente plus à de la mise en relation et du conseil au niveau justement de la convention, etc., du recrutement. On intervient plutôt là-dedans. Et effectivement, c'est un autre cadre qui concerne la gestion du partenaire. La gestion du partenaire, ça peut aussi revêtir énormément de choses différentes. Il y a des personnes, il y a des agences qui sont essentiellement plus sur la collecte, tous les éléments en tout cas qui sont attraits au contrôle, etc. D'autres, ça va être sur de l'accompagnement, montée en compétences, des habilités, etc. On a un petit peu de tout quand même ou de la communication, de l'animation de réseau aussi, parce que je ne sais pas si tu as prévu, Alice, d'en parler, mais ça s'anime un réseau. C'est justement un peu comme on anime des alumni pour pouvoir espérer avoir leur retour 3 ans après sur le fameux moyen long terme, 3 ans, 4 ans ou 5 ans après. Voilà. Donc, c'est vrai que je l'ai évoqué rapidement. Moi, je recommande toujours qu'il y ait au moins un représentant de partenaire, de chaque partenaire qui puisse être invité au conseil de perfectionnement, parce que c'est pour moi l'organe qui fait vivre la certification. Et c'est intéressant d'avoir leur retour là-dessus, effectivement. Tout à fait. En tous les cas, merci beaucoup Camille. C'est effectivement ce que vous avez bien distingué entre les organismes qui font plutôt de la création de réseau et d'autres qui font de la gestion de réseau. Et si on va sur la gestion de réseau, à ce moment-là, est-ce qu'il doit figurer dans la convention signée entre le partenaire et le certificateur, vu que c'est lui qui va gérer et mutualiser toutes ces informations, ou pas nécessairement? Anne-Lise ou Thibaut? Ça dépend, je dirais. Je dirais que oui, de toute façon, il faut que ça figure, parce que ça va faire partie du mode de fonctionnement que vous aurez avec votre partenaire. Donc, c'est en effet préférable quand vous avez une tierce partie qui intervient dans le dispositif, il vaut mieux l'identifier dans la convention, tout à fait. Voilà.
À ce titre, hein, comme le disait Camille, nous aussi, on est dans la dynamique d'accompagner les certificateurs pour les aider à créer et à gérer leur réseau. On va leur fournir, bien évidemment, alors libre à eux, bien évidemment, de l'utiliser ou pas, un modèle de convention de partenariat qui va reprendre tous les éléments réglementaires et juridiques, y compris avec la mise à jour du décret, bien évidemment. Annelise, dernière question. Déjà, merci beaucoup pour vos retours. Dernière question de ma part. Est-ce qu'il est nécessaire quand même qu'on mette noir sur blanc dans la Convention les articles du décret juin 2025 ou pas nécessairement tant qu'on est dans le fond qui cible bien les recommandations? Camille, puisque Camille est beaucoup plus juridique que moi. Non, à mon sens, non. Une convention, c'est libre, de personnes libres qui. Mais en revanche, pédagogiquement, je trouve que c'est intéressant de pouvoir démontrer que ce n'est pas le choix arbitraire de l'auteur de la convention, mais que c'est bien le cadre de la loi. Et pédagogiquement aussi, parce que je pense que plus on fait comprendre à l'habilité qu'il doit vraiment maintenant rentrer dans ce cadre, en fait, ou sortir. On parlait des sanctions à un moment donné. S'il y a un habilité qui met en péril le réseau, en fait, c'est à ce moment-là qu'on pose le cadre, en fait, en disant attention, voilà où est-ce que vous rentrez. Et plus on aura clarifié toutes les situations, tout dans quoi la personne s'implique, en fait, parce que l'OC est censé savoir mieux que l'habilité dans quoi il embarque l'habilité. Donc, pour moi, c'est plus sain de mettre ce type de repère pour montrer que tout le monde est régi dans un cadre plus grand que la Convention, qui est le décret. Merci. Alors, j'ai quasiment fini de mon côté. C'est ça, ce que j'allais te dire. Partage-nous un petit peu tes documents, parce que je les ai vus. Une petite pub perso. Suite à beaucoup de demandes, j'ai créé un pack de gestion des partenaires pour pouvoir justement encadrer correctement la relation et les gérer en toute autonomie. Alors, bien sûr, c'est complémentaire des offres où on vous aide dans la gestion. Et voilà, l'idée, c'est quand on veut conserver son autonomie. Donc, vous retrouverez dans le pack de documents un dossier de candidature qui vous permet de vérifier justement le projet de la personne et donc pourquoi elle veut être votre partenaire, et ça permet déjà de démarrer la relation. Un tableau de correspondance, formation, certification, puisque ça fait partie des derniers attendus de France Compétences. Comme on le disait, ça permet de bien valider que le périmètre de la formation respecte stricto sensu le périmètre de la certification, une trame de convention de partenariat, une grille de contrôle qui vous permet d'aller vérifier, d'auditer vos partenaires selon le champ de partenariat, un tableau de suivi des partenaires pour justement tracer les différents événements, la relation, les données financières, etc. et des modèles de lettres en cas de difficulté. Voilà, avec un code promo pendant 48 heures suite à ce webinaire. N'hésitez pas si ça vous intéresse. Voilà. Je crois, Léa, que je vais te laisser le passage d'écran puisque tu as une vidéo, il me semble. Alors moi, je te remercie. Je ne vais pas partager la vidéo. Je vous l'ai mis plusieurs fois dans le fil de discussion. N'hésitez pas à aller voir. Mais voilà, c'était plus à comment nous, on fonctionne. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir ça. En tout cas, merci beaucoup Annelise, et puis merci beaucoup à tous ceux qui sont intervenus pour ce petit atelier qui j'espère, vous a permis d'y voir plus clair, de poser toutes vos questions. S'il y en a encore quelques-unes, n'hésitez pas, vous pouvez prendre la parole et on y répondra avec plaisir sur les petites minutes qui nous restent. Et voilà, sinon pour un petit peu vous donner la suite, en attendant de voir s'il y a des questions, on va se retrouver le 7 novembre maintenant, donc un vendredi 7 novembre avec Mélanie. On va parler notamment des nouveaux tableaux France Compétences. Voilà, donc on se retrouve à ce moment-là. Avec plaisir. De toute façon, l'invitation va être mise à jour et puis comme d'habitude, je vous partage un petit peu toutes les prochaines dates et puis également le replay, etc. sur le Slack. Donc, je ne sais pas si tout le monde ici est utilisateur du Slack, mais n'hésitez pas à y aller. C'est là-bas qu'on partage le plus d'informations.
Dis-nous, Camille. Oui, je rebondis sur le futur webinaire de Mélanie qui, à mon avis, servira à tout le monde parce qu'on peut un petit peu parfois s'arracher les cheveux avec le nouveau document et le nouveau décret. Notamment l'erreur, j'en parlais à Anne-Lise hier ou avant-hier, je crois, qui s'est glissée dans les tableaux obligatoires du RSCH et NCP. Je pense que tout le monde est au courant de cette erreur qui existe avec un somme, un calcul, en fait, il y a un mauvais calcul qui s'est intégré, mais c'est une feuille protégée, donc personne ne peut le modifier, ce qui crée du coup dans la colonne totale de personnes en accès, en fait, une information erronée. Donc, le premier sur EC Connect, c'est pas le premier qui rira, c'est le premier qui a la preuve que France Compétences a modifié le document et qu'il est téléchargeable enfin, crie très fort sur EC Connect pour que... Bonne idée. pour que tout le monde puisse respirer un petit peu. Voilà. Donc, attention à cette erreur-là pour ceux qui sont en train de déposer. Voilà. Ouais, merci beaucoup pour ce rappel. Eh bien, écoutez, si on n'a pas d'autres questions, merci à tous. Je crois que j'ai oublié de vous partager un autre lien, c'est nos webinaires utilisateurs dont je vous parlais au départ. Donc, je vous le partage au cas où il y en a que ça peut intéresser. Et de toute façon, voilà, tous les liens seront repartagés avec le replay. Et puis, merci à tous. À bientôt. Et puis, on se revoit le 6 du coup. Le 7.